Émilie, enceinte, plume à la main, traduisant Newton à la hâte, à la lueur d'une chandelle. La flamme vacille. Pourquoi cette urgence? Pourquoi ce besoin de finir vite, coûte que coûte? Pour comprendre, il faut retracer son parcours. Bienvenue sur Math en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique pour tous. Bienvenue dans cet épisode dédié à Émilie du Châtelet. Une enfance hors norme. Émilie du Châtelet, de son vrai nom Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, est née dans la France de 1706, dans une famille aristocratique parisienne durant le siècle des Lumières, donc à une époque où l'éducation des filles se limite très souvent aux arts de la société. Sa chance, avoir un père ouvert d'esprit, qui lui donne accès aux mêmes précepteurs que ses frères. Émilie participera à des cercles littéraires et à des réunions organisées dans les salons parisiens. Il rencontrera des scientifiques, des philosophes, des écrivains et étudiera les langues anciennes, les mathématiques, la physique. Et très tôt, elle se passionne ardemment pour les sciences. L'univers l'intrigue. Elle veut le comprendre, saisir les ficelles qui font tourner le monde. Une curiosité prodigieuse. Inutile de vous préciser que c'était très mal vu pour une femme de son rang. Jalousie, ragot. Elle serait même allée jusqu'à se travestir en homme pour entrer incognito dans des lieux d'études réservés à la gente masculine. Finalement, Sophie Germain n'a peut-être rien inventé. Quoi? Vous ne connaissez pas Sophie Germain? Autre femme de science exceptionnelle? Si c'est le cas, je vous renvoie à l'épisode 10 de la saison 1 de Math en tête, Cluedo des maths, mais qui se cache derrière Monsieur Leblanc. Donc une enfance hors norme, littéralement, hors des normes en vigueur pour l'époque, pour la petite Émilie. Une vie mondaine et scientifique. Émilie qui devient, en grandissant, une femme de salon, musicienne et danseuse, et joueuse de cartes invétérée également. Elle a tout du modèle démocratique de son temps, sauf qu'elle y ajoute une voracité intellectuelle exceptionnelle. Alors oui, elle concilie les deux. Des extravagances, en grande collectionneuse de robes, de chaussures et de bijoux, et un goût immodéré pour les sciences qui lui vaudra le surnom de Madame Pompon Newton par son grand amour Voltaire. Son esprit touche à beaucoup de domaines. Elle adore les probabilités et s'y passionne en réfléchissant aux jeux de hasard. Et en perdant pas mal d'argent aussi. Philosophe dans l'âme, elle publie son Discours sur le bonheur, où elle dresse des ponts entre bonheur, raison et passion de connaître. Tout un programme qu'elle va suivre à la lettre. Une femme de caractère, en avance sur son temps, qui n'hésite pas à compartimenter avec justesse sa vie amoureuse et ses principes scientifiques. En témoigne sa relation, que dis-je, sa grande histoire d'amour avec Voltaire, à travers laquelle elle a toujours refusé de perdre son autonomie intellectuelle. Les amants débattent, se contredisent, rivalisent. Pas de compromis. La rivalité amoureuse et intellectuelle avec Voltaire. Voltaire est sous le charme, la pousse à argumenter. Et Émilie aime Voltaire, mais refuse que cette relation définisse son travail. Et oui, Voltaire l'admire et l'aime, mais ce n'est pas le premier homme de sa vie. À 18 ans, elle épouse le marquis du Châtelet, militaire et noble, dont elle aura 3 enfants. D'une décision commune, leur trajectoire se sépare. Elle prend des amants, comme le mathématicien Maupertuis, qui l'initie aux travaux du savant anglais Isaac Newton, mort depuis peu. L'œuvre majeure du génie anglais, dense et âpre à la lecture, la fascine, et elle décide d'y consacrer une bonne partie de son existence. Et c'est quelques années plus tard qu'elle croise la route de Voltaire, tout autant qu'elle, passionnée par le travail de l'anglais Newton. Ça les rapproche, et Émilie finit par l'héberger suite à des déboires du philosophe avec le roi. La cohabitation se transformera en idylle qui durera 16 ans. On les comparera souvent au couple Sartre-Beauvoir. C'est l'alchimie, ça parle amour, théâtre, philosophie, science. Voltaire a parfois du mal à suivre l'esprit survolté et inclassable de sa belle. Le meilleur exemple qui nous est parvenu est celui de la querelle autour de l'énergie cinétique qu'on appelait alors poétiquement « force vive ». Émilie prend le parti du 1/2 de mv² de Leibniz, dont elle contribuera à diffuser ses travaux de physique en France.
s'opposant au M fois V de Newton que soutient Voltaire. Elle ose contredire à la fois son compagnon et l'autorité scientifique dominante. A raison. Leur relation unique devient donc une émulation, mais aussi une compétition. Elle tient à exister pour elle-même, pas seulement comme muse de Voltaire, même si trop souvent encore, les livres d'histoire ne voient en elle que l'égérie du philosophe. Tout un symbole. Ils se pardonnent leurs infidélités et passions respectives, et resteront amis jusqu'au bout. C'est Voltaire, d'ailleurs, qui la pousse à traduire Newton, peu connu en France à l'époque. Toujours admiratif, louant son intelligence dès que l'occasion se présente, c'est lui qui la conforte dans ses choix et sa liberté intellectuelle, la poussant à penser par elle-même. C'est à se demander qui est l'égérie de qui. Le combat contre le temps. Outre la diffusion des travaux en physique de Leibniz, l'apport majeur d'Émilie du Châtelet reste la traduction largement augmentée de commentaires éclairants sur l'œuvre complexe de Newton sur les lois fondamentales de la mécanique, les Principia Mathematica. Mais le travail est colossal. Dès 1740, elle publie les Institutions de physique où elle concilie Newton et Leibniz et fait parler d'elle dans la communauté scientifique au-delà des frontières françaises. D'ailleurs, en 1746, Émilie du Châtelet est élue membre de l'Académie des sciences de l'Institut de Bologne, en Italie, la seule de l'époque qui est prête à accepter en son sein des femmes. Une reconnaissance pour elle. A noter qu'en France, à l'époque, la renommée des mathématiques est assez légère face à ses voisins européens. On pense à la famille Bernoulli, à Euler, à Leibniz, à Newton justement. Émilie deviendra sans conteste la plus grande mathématicienne française de son temps. Et après elle et sa traduction du travail de Newton, toute une génération de matheux, en partie inspirés par son travail, va émerger et fleurir. D'Alembert, Condorcet, Monge pour ne citer qu'eux. Mais l'histoire d'Émilie du Châtelet s'achève tragiquement à Lunéville vers 1748. À 42 ans, elle tombe enceinte de son jeune amant Saint-Lambert. Elle sait le danger que représente un accouchement à son âge. Pressentant sa fin, elle se lance dans une course frénétique, terminée sa traduction augmentée de très nombreux commentaires des Principia de Newton. Elle travaille le jour, elle travaille la nuit, quitte à mettre sa santé en péril. Elle est convaincue que c'est là son héritage pour la science. Et elle a tout à fait raison, sur tous les points. Elle meurt quelques jours après l'accouchement, en 1749. Et son œuvre monumentale a servi de base à des générations de scientifiques qui lui ont succédé. La chandelle qui éclaire encore. 10 ans plus tard, en 1759, c'est Voltaire qui se chargera de faire publier la fameuse traduction que son ami avait faite du traité de Newton. Elle devient la référence en France et est encore utilisée de nos jours. Paradoxalement, celle qui vécut dans l'ombre d'un homme célèbre aura laissé une lumière plus durable encore que la sienne. Le travail de Newton, qu'on peut encore lire en français, on le lui doit, ainsi que tous les commentaires éclairants et synthétiques. Émilie du Châtelet, dont le nom apparaît sur la couverture. Née à l'époque des Lumières, mais à contre-courant des normes de son temps, Émilie a vu la chandelle de son bureau s'éteindre. Mais finalement pas vraiment. La lumière brille toujours dans les bibliothèques et dans l'histoire des sciences, plein d'élan et d'inspiration pour les générations futures. Voltaire résume Émilie du Châtelet en ces mots. Elle pense, elle calcule, elle écrit, elle éclaire. Merci pour votre écoute, chers auditeurs de Math en tête. J'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir la fascinante et avant-gardiste Émilie du Châtelet qui mériterait tellement plus de visibilité qu'elle n'en a. Ma modeste contribution à travers ce podcast. Si vous l'avez aimé, vous pouvez soutenir mon travail grâce à mon lien Tipeee. Notez l'émission à 5 étoiles pour augmenter son référencement et me laisser un gentil commentaire que je suis toujours ravi de lire. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. La saison 5 de Math en tête continue et je vous retrouve mercredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très vite.